Allez, vas-y, Dominique. Voilà, donc je reviens à l'histoire de Benoît de Maillet, consul de Oui. France en Égypte, qui a inventé la théorie du retrait des mers. Donc la mer se retire et de ce fait, tiens, c'est amusant parce que moi j'entends un écho dans mon casque, mais ça n'a pas Tu peux parler d'importance. plus fort? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien là? Il n'est pas Oui, on très fort. t'entend très bien et on n'a pas d'écho, Ah oui, nous. oui. D'accord, Non, bon, ben, c'est c'est tout, on va rester c'est comme ça. excellent. Alors, il y a deux choses très intéressantes chez Maillet. Donc, il y a cette idée que la vie était marine et elle devient terrestre. Et puis, il y a une autre idée que les hommes primitifs vivaient dans les cavernes, qu'on trouve alors dans un livre qui s'appelle Téliamède, qui a été réédité d'ailleurs dans les classiques français. Alors, Téliamède, c'est l'anagramme de Maillet, hein, tout simplement. Alors, le livre a commencé à circuler vers 1720. Il a été publié en 1748 et il a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, Voltaire s'est beaucoup attaqué à Maillet. Voltaire n'appréciait pas Benoît de Maillet. Alors, l'idée, donc, qu'il y a eu des transformations des animaux, elle était donc proposée par Maillet et elle a été reprise par pas mal de gens. Mais on va surtout parler ici Diderot. Alors, Diderot, c'est un personnage important, hein, puisqu'il a, en tant que philosophe, et il était très proche de d'Alembert, secrétaire de l'Académie des sciences, mais Diderot est le rédacteur principal de l'encyclopédie, donc qui est un ouvrage qui a eu une influence intellectuelle dans toute l'Europe, hein. Enfin, n'oublions pas qu'à l'époque, le français était la langue de culture en Europe. Et Diderot a le premier énoncé la loi selon laquelle l'usage renforce un organe et le non-usage atrophie cet organe. Alors, il a même une formule amusante, il dit, mais nous pensons tant et nous marchons si peu que nous finirons par n'être plus qu'une tête. Alors ça, c'est dans un ouvrage qui s'appelle Le rêve de d'Alembert. Alors, il imagine que d'Alembert est malade, il a la fièvre et il rêve. Et dans son rêve, donc, il imagine toutes sortes de choses, et en particulier le fait que les animaux, compte tenu de la durée pour l'âge de la Terre. Alors, il faut voir que cette époque 1750, 1780, c'est une époque où il y avait beaucoup de théories de la Terre. Hein, donc, les géologues avaient commencé à réfléchir, en particulier sur la stratification, sur la notion d'aire géologique était en gestation, hein, même si elle sera vraiment mise au point que plus tard, hein, disons en 1830. Quoi. Et ça nous amène, j'en dirais, à deux personnages. L'un, c'est Erasmus Darwin. Alors Erasmus Darwin, c'est le grand-père de Darwin. Alors il était médecin en Angleterre, mais un médecin savant, ayant fréquenté la cour d'Angleterre, bon. Et il a écrit un livre qui s'appelle la Zoonomia, par contre, Zoonomia, donc la loi de la vie. Et ce livre comporte déjà les principaux ingrédients de la théorie darwinienne. Mais c'est surtout donc le passage d'une forme vivante à d'autres formes vivantes et l'idée que c'est une loi générale de la vie. Mais c'est une loi générale de la vie parce que c'est une loi générale de l'univers. Donc
l'idée d'évolution telle qu'elle était développée à l'époque, en fait, c'est l'idée du progrès. Alors, l'évolution au sens moderne du terme, en biologie, c'est tout simplement la projection sur la nature de ce qui s'est appelé par la suite le mythe du progrès. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue par parler de mythe du progrès, mais ce mythe du progrès, pendant le 19e siècle, n'était pas du tout perçu et vécu comme un mythe. Le progrès, c'était presque la réalité majeure auquel on faisait attention. Et c'est vrai que c'est la période du développement industriel, c'est la période du développement des sciences, hein, c'est la période où on crée des académies. Donc il y a un développement scientifique très très rapide, tellement rapide que Berthelot, par exemple, le chimiste Berthelot, qui était secrétaire de l'Académie des sciences, ne réclamait, alors ça c'est vers 1870, hein, il ne réclamait plus que 15 ans pour achever la science. Donc c'est dire à quel point les gens percevaient le progrès, mais ils le percevaient comme quelque chose qui allait forcément s'achever. Mais en même temps, ils voient ce progrès comme une loi générale de l'univers. Et ça a été en particulier énoncé par Herbert Spencer. Alors c'est un philosophe anglais, un philosophe et un psychologue, et c'est lui qui a inventé le mot évolution, au Ah, sens moderne du terme. C'était avant 1859, hein, c'était en 1857. Donc le 1859, c'est une date fondamentale puisque c'est la publication du livre de Darwin, L'origine des espèces. Mais le mot évolution ne se trouve pas dans le livre de Darwin. Hein, ce que Darwin emploie comme expression, c'est descent with modification, c'est-à-dire une descendance, mais avec modification. Alors ça nous amène à l'idée de l'hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire il faut que les modifications qui apparaissent soient transmissibles à la descendance. Sinon, il n'y a pas d'évolution. Et cette question d'hérédité des caractères acquis était également sous-tendue par Lamarck. Alors, le chevalier Jean-Baptiste de Lamarck, bon, c'est le grand fondateur de l'évolutionnisme en tant que théorie scientifique. Donc, la thèse évolutionniste, elle était déjà parfaitement énoncée chez Maillet, Diderot, d'Alembert et compagnie, bon, et beaucoup d'autres. Mais par contre, ce n'étaient pas des savants. Tandis que Lamarck est le fondateur au Muséum de sciences naturelles de la chaire des mollusques, hein, enfin des invertébrés, mais enfin ça comprend les mollusques. Et je pense que ce détail a une certaine importance sur les idées de Lamarck. Parce que vous savez, Lamarck en particulier, c'est lui qui avait dit que le cou des girafes est devenu extrêmement long parce qu'il servait à brouter de plus en plus haut sur les feuilles des arbres. Alors, l'idée qu'en tirant sur le cou, on l'allonge, ça convient très bien quand on est spécialiste des escargots ou autres. Maintenant, chez les vertébrés, évidemment, c'est pas aussi simple. Alors, il y a deux lois importantes chez Lamarck. Bon, la première, c'est la loi de l'usage et du non-usage. Hein, donc, le cou de la girafe s'allonge parce qu'on tire dessus, hein, on s'en sert. Enfin, l'organe utilisé se renforce, l'organe non utilisé s'atrophie. C'est la première loi. Et puis, il y a une loi fondamentale qui est que la fonction crée l'organe. Ça veut dire que l'oiseau a des ailes pour voler. Donc, c'est la question du finalisme qui est derrière. Hein. Et la grande différence entre Lamarck et Darwin,
c'est que Lamarck est finaliste et Darwin essaye de ne pas l'être. En tout cas, se présente comme n'étant pas finaliste. Alors comment peut-on ne pas être finaliste en observant le monde vivant? Eh bien, il faut disons, la solution darwinienne, c'est d'introduire le hasard. Alors, Donc, la grande différence entre Lamarck et Darwin, c'est ça. C'est que pour Darwin, la cause de l'évolution, c'est le hasard. Par contre, il y a une loi, alors que n'avait pas vu Lamarck, hein, qui est la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle fait que les variations sont orientées dans un certain sens, ce qui est le sens qui donne un avantage dans la lutte pour la vie. Et on voit tout de suite que c'est Darwin qui a imposé sa vision de l'évolutionnisme. Seulement, que ce soit Darwin ou Lamarck, dans les deux cas, il fallait héréditer des caractères acquis. Alors là, le point important sur lequel j'attire votre attention, c'est que aussi bien la thèse de Darwin que la thèse de Lamarck suppose l'hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire qu'il faut que les particularités acquises par un individu soient transmissibles à la descendance. Alors, cette question fondamentale, elle n'a pas été tranchée à l'époque de Lamarck et de Darwin, enfin, du moins au début. Elle a fait l'objet d'expériences par August Weismann, qui était un Allemand, qui était darwinien d'ailleurs, et il a fait des expériences très, très fameuses, alors qui consistaient à couper la queue des saurisseaux. Excusez-moi. Alors, l'idée est la suivante. Si un souriceau n'a plus de queue, évidemment, il ne va pas pouvoir s'en servir. Et donc, l'organe désuet, l'organe inutilisé, va s'atrophier. Et au bout d'un certain temps, eh bien, les souriceaux vont naître avec des queues plus courtes ou plus de queue du tout, etc. Alors, l'expérience a duré plusieurs milliers de générations successives et le résultat était négatif, hein. C'est-à-dire que la lignée a toujours donné des souriceaux à queue et on en a déduit alors qu'il n'y avait pas de passage entre le somatique et le germinatif. Weismann, c'est lui qui a inventé la distinction entre le soma et le germène. Alors, les expériences de Weismann ont créé beaucoup de troubles dans la communauté des naturalistes darwiniens, hein, parce qu'évidemment, ça remettait en cause un présupposé indispensable de la théorie. Alors, le point sur lequel j'attire votre attention, c'est que ni Lamarck ni Darwin n'ont vécu et travaillé à une époque où la génétique existait. Donc, Lamarck et Darwin ont forcément des failles, hein, dans leur raisonnement, mais ce sont quand même de grands hommes et on ne peut pas leur en vouloir, puisqu'à l'époque, la génétique n'existait pas. Or, toutes leurs théories concernent justement la transmission à la descendance d'une variation. Alors, c'est vers 1910 qu'on a trouvé à contourner l'objection de Weismann avec la théorie des mutations, donc Hugo de Vries, 1910. Alors, la théorie des mutations, ça consiste à dire il y a dans le germène, hein, on dirait dans les chromosomes aujourd'hui, il y a dans le germène des variations, et comme elles sont dans le germène, ces variations-là sont transmissibles. Donc, l'évolutionnisme tient la route. Et on peut dire que en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de darwiniens au sens historique,
il y a des néo-darwiniens, et le néo-darwinisme, ça consiste à dire la mutation crée la variabilité et la sélection naturelle choisit la meilleure variante, celle qui tient la route. Donc ça, c'est le darwinisme actuel. Alors, quelles sont les critiques que l'on peut faire à cette thèse? Alors, il y en a plusieurs. Bon, je dirais la plus importante, à mon avis, c'est l'impossibilité de définir ce dont on parle. Or, en principe, en science, on a un vocabulaire précis. La longueur du mètre, c'est la même à Pékin et à Paris. Et en ce qui concerne l'évolution, le mot évolution, en réalité, est utilisé pour désigner deux phénomènes qui sont entièrement différents. Il y a la microévolution et la macroévolution. Alors, qu'est-ce que c'est que la microévolution? Ben, c'est justement le résultat des mutations. Donc, ce sont des petites variations, d'où le mot micro, mais qui sont observées, qui disons, ne font de difficulté pour personne, d'ailleurs, qui n'ont jamais fait de difficulté, y compris pour les gens qui sont assez facilement classifiés de fixistes, parce que si, par exemple, Linné, qui est quand même un grand naturaliste du XVIIe siècle, Linné ou Cuvier même, qui est le fondateur de la paléontologie, qui passent pour des fixistes, en réalité n'ont jamais été fixistes, au sens que l'être vivant, et surtout l'être vivant à reproduction sexuée, a toujours connu des petites variations d'une génération à l'autre. Seulement, il faut faire la différence entre les caractères secondaires et les caractères morphologiques majeurs. Et c'est là où la macroévolution apparaît. Alors, comme on ne trouve pas de définition du mot évolution, et quand je dis on ne trouve pas, c'est que vous avez par exemple le manuel Bordas pour l'enseignement supérieur jusqu'à l'agrégation sur l'évolution, a un glossaire à la fin, très très intéressant, très bien fait, c'est un manuel savant forcément, parce que ça couvre tout l'enseignement supérieur. Mais dans ce glossaire, le mot évolution ne figure pas. Et il ne peut pas figurer, parce que comme il y a deux phénomènes absolument différents qui obéissent au même mot évolution, alors le problème se pose de la façon suivante. Si on réduit le mot évolution à la microévolution, bon, là, ça n'empêche personne de dormir, mais ça n'a aucun intérêt philosophique ou idéologique. Or, le darwinisme a eu des conséquences philosophiques et sociales très importantes, parce que de la survie du plus apte, de la lutte pour la vie, etc., on a pu justifier un grand nombre de modes de fonctionnement des sociétés modernes, alors que ce soit le libéralisme économique, que ce soit la lutte des classes marxistes, tout ça, ce sont des conséquences immédiates de la lutte des classes, de la lutte darwinienne. Hein. Alors ça, c'est d'ailleurs Marx, par exemple, écrit lui-même je viens de lire, le livre de Darwin est très important et me sert à justifier par la science la lutte des classes dans l'histoire. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, il y avait des socialistes comme Lassalle, qui est un Allemand, hein, alors que le mot paraît français, bon, qui était un des grands penseurs du socialisme en Europe. Et par rapport au socialisme lassalien, les marxistes ont toujours prétendu que le marxisme était un socialisme scientifique. Alors, en quoi était-il plus scientifique
que celui de Lassalle, eh c'est justement parce qu'il avait le support intellectuel du darwinisme. D'ailleurs, Marx aurait voulu que Darwin préface ça, le Capital, mais Darwin, qui était assez prudent en beaucoup de domaines, n'a pas voulu le faire. Maintenant, si on prend par exemple le nazisme, qui est aussi une idéologie politique importante au XXe siècle, vous avez Rudolf Hess, qui était le numéro 2, le dauphin de Hitler pendant un certain temps, qui a dit le national-socialisme n'est rien d'autre que de la biologie appliquée. Alors, en quoi était-ce de la biologie appliquée? C'est tout simplement, c'est parce qu'il y avait une race supérieure aux autres, et donc la lutte pour la vie fait que cette race fait peu à peu disparaître les autres. Alors là, il y a un point important, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, le darwinisme, c'est la survie du plus apte, mais en réalité, et dans la pensée de Darwin, c'est exprimé dès l'origine des espèces, la lutte pour la vie, c'est l'élimination du moins apte. Parce que si le moins apte et le plus apte continuent à survivre, même si le moins apte est un petit peu marginalisé par rapport au plus apte, il n'y a pas évolution de l'espèce. Pour que il y ait évolution de l'espèce, il faut que les traits du plus apte deviennent dominants et éliminent les autres. Donc cette idée d'élimination du moins apte est évidemment très importante, et c'est elle qui a eu des conséquences dramatiques en politique. Parce que ça veut dire que si en économie, par exemple, j'élimine mon concurrent, eh bien, je réalise le progrès de la société. Hein. Alors, ça va créer du chômage, ça va créer, etc., mais ça ne fait rien. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et c'est le progrès, c'est la loi du progrès. Et donc, le darwinisme a eu vraiment beaucoup d'importance dans beaucoup de domaines. Alors, on va quitter ce terrain de l'idéologie et de l'histoire pour entrer sur celui de la science. Je disais qu'une des difficultés basiques, c'est le fait qu'on emploie le mot évolution à la fois pour la microévolution qui ne pose aucun problème, mais qui n'a aucune conséquence idéologique, et puis la macroévolution. Et alors, cette macroévolution, qui n'est pas définie dans le manuel de Bordas, je vais vous en proposer une définition. C'est l'apparition d'un organe nouveau dans une lignée qui en était dépourvue. Un organe nouveau, ça veut dire, c'est pas un organe supplémentaire. Vous savez, il y a par exemple des moutons à 5 pattes, des enfants qui naissent avec 6 doigts. Ça, c'est un organe supplémentaire. C'est pas de l'évolution. Hein, la macroévolution, c'est un organe nouveau. C'est par exemple l'apparition de l'œil dans une lignée d'animaux aveugles, ou l'apparition de la plume dans une lignée d'animaux avec écailles. Donc ça, c'est vraiment la macroévolution, c'est la vraie évolution, et c'est ce à quoi il faut croire si on veut être évolutionniste. Alors, quand je dis qu'il avait, l'hérédité des caractères acquis posait un problème, que la génétique n'existait pas à l'époque de Darwin, alors la génétique, elle commençait, et Mendel est un contemporain de Darwin. Mais il s'est passé une chose très intéressante, c'est que Mendel a publié, et à l'époque, il y avait très peu de publications, il y avait très peu de revues savantes. Donc on pouvait, dans un domaine, lire absolument tout ce qui était publié. Et les thèses de Mendel ont été publiées, mais n'ont pas été diffusées. Et elles ne l'ont été
qu'à partir après 1910, justement, quand la théorie des mutations est apparue. Et bon, je dirais, ça s'explique assez bien par le fonctionnement de la Royal Society. On sait maintenant qu'il y avait un petit groupe qui s'appelait le X-Club, qui se réunissait avant chaque réunion de la Royal Society et qui se mettait d'accord sur la façon de gérer l'actualité scientifique. Et il est évident que, comme eux, en bon anglais de l'époque, tenaient beaucoup au triomphe de Darwin, il fallait éviter que l'on connaisse les expériences de Mendel, parce que qu'est-ce que démontrait Mendel? C'est que la nouveauté pouvait naître que l'apparition au grand jour, que l'expression d'un caractère qui était réprimé auparavant. Alors aujourd'hui, ça se comprend très bien avec la biologie moléculaire, mais c'était déjà compris avec Mendel, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit pois rouge dont les ascendants immédiats ne sont pas rouges, mais c'est parce que l'ascendant plus ancien était rouge, et donc le caractère rouge préexistait dans la lignée, mais ne s'exprimait pas. Donc on peut avoir une nouveauté apparente qui en réalité n'est pas une nouveauté. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui permet de remettre en cause la thèse évolutionniste? Moi, je dirais le point majeur, c'est la complexité du vivant. Il faut bien voir que à l'époque de Darwin, on connaissait la cellule, on connaissait le noyau, etc., mais on n'avait pas idée de la complexité de tout ce que renferme aussi bien le cytoplasme que le noyau, la complexité du génome, et maintenant même l'ADN mitochondrial, qui est aussi un degré de complexité dont on découvre aujourd'hui, en particulier avec la GPA, que c'est important, mais c'était pas du tout imaginé à l'époque. Donc cette complexité, elle remet en cause l'idée qu'on est passé du simple au complexe. Alors ça, c'est une idée fondamentale dans le schéma. C'est une idée assez cartésienne d'ailleurs, parce que Descartes disait, bien, on commence par les idées simples, et puis après on assemble pour aboutir à des idées plus complexes. Bon. Et il y avait cette idée, donc un vermisseau était plus simple qu'un éléphant. Alors aujourd'hui, avec la biologie moléculaire, tout ça a complètement volé en éclats. Comme dit Sermonti, par exemple, qui est un professeur de génétique à l'université de Pérouse, hein, il dit « Il n'y a pas eu transformation du simple au complexe. Telle est la révélation de la biologie moderne. La complexité biochimique d'un microbe n'est pas inférieure à celle d'une plante ou d'un animal. » Autrement dit, on n'est pas passé du simple au complexe parce que la simplicité n'existe nulle part. Le vivant, c'est la complexité dès le départ. Enfin, il n'y a pas d'être vivant simple. Et l'être vivant plus gros n'est pas plus complexe que l'être vivant plus petit. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, le génome des plantes est souvent beaucoup plus long que le génome des animaux, alors que la complexité, dont on m'a dit, le mot complexité, on ne peut plus l'utiliser parce que il ne se prête pas à mesure. Bon. Donc ça, c'est un point important. Il y a un deuxième point important, c'est la notion d'entropie génétique. Alors ça, c'est vraiment récent. Ça fait une dizaine d'années que les biologistes ont découvert le problème. Et je veux dire que moi-même, pendant longtemps, je m'étais dit qu'on repartait à zéro à chaque génération. D'une certaine façon,
la vie n'est pas soumise à l'entropie, alors que le monde physique, bon, c'est bien connu, est soumis à l'entropie. S'il y a une loi bien établie en science, c'est l'entropie, enfin, quelle que soit la forme sous laquelle on prend le mot, que ce soit thermique ou en théorie de l'information, etc. Alors, l'entropie génétique, pour fixer un petit peu les choses, c'est de l'ordre de 100 mutations par génération chez l'homme. Alors, beaucoup de mutations sont invisibles parce qu'elles portent sur une toute petite... une mutation, c'est une différence sur le génome. Donc, il suffit qu'il y ait une base à la place d'une autre pour qu'il y ait mutation. Mais tout changement sur le génome ne se transforme pas nécessairement en protéines différentes, en fonctions différentes, etc. Mais malgré tout, l'anthropogénétique fait que les mutations s'accumulent. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on voit très bien que les, les règles d'intermariage ont changé au cours de l'histoire. C'est bien connu qu'il y a des pharaons qui épousaient leurs sœurs, et apparemment, il n'y avait pas forcément ça faisait pas forcément de drame, alors qu'aujourd'hui, vous savez, bon, les cousins germains n'ont pas le droit de se marier, etc. Enfin, il y a l'histoire des hémophiles descendants de la reine Victoria. Enfin, etc. Donc, on voit que le génome humain est soumis à l'entropie, comme, comme l'univers physique. Un autre point intéressant, c'est l'influence de l'évolutionnisme sur l'activité scientifique. Alors, je vais donner deux exemples, hein. C'est les amygdales et l'appendice. Alors, vous vous souvenez de la loi selon laquelle l'organe qui n'est pas utilisé s'atrophie. Et donc, il y a eu la théorie des organes désuets. Et vers 1890, il y a un Allemand dont le nom commence par W, mais c'est quelque chose comme Weidenreich, mais je pourrais le chercher de sa peu importance. Enfin, il comptait dans le corps humain 184 organes désuets, et il y avait en particulier l'appendice et les amygdales. Et vous savez que pendant très longtemps, on faisait l'ablation des amygdales, hein, l'idée étant que, évidemment, quand l'amygdale grossit, ça peut être dangereux, ça peut freiner le flux respiratoire, etc. Donc, et comme on ne voyait pas que l'amygdale pouvait avoir des fonctions, eh bien, on pratiquait l'amygdalectomie. Et pour l'appendice, c'est pareil. Appendicite, eh bien, alors on s'est rendu compte maintenant que l'appendice n'est pas du tout un organe désuet, que au contraire, c'est une réserve très importante pour le système immunitaire. Et malheureusement, tous les enfants auxquels on a retiré l'appendice, évidemment, ont perdu une partie de l'efficacité de leur système immunitaire. Alors, c'est pour dire que normalement, comme disait Platon, la science commence par l'étonnement, par la curiosité. Et avec la théorie des organes désuets, eh bien, on a de toute façon dissuadé les biologistes de fonctionner avec la curiosité qui est bonne dans les sciences. Un autre point, c'est la question de l'extrapolation. Vous savez que l'extrapolation est une règle commune en science, mais c'est l'extrapolation de l'identique, et à condition de rester dans une certaine fourchette relative à ce qu'on extrapole.
Mais l'extrapolation est tout à fait justifiée. D'ailleurs, si vous avez des agendas dans lesquels on vous dit à quelle heure le soleil va se lever demain, c'est un événement futur, donc il n'y a pas de certitude. Mais malgré tout, on considère que c'est tellement certain qu'on a le droit d'extrapoler. Bon. Le problème de la théorie de l'évolution, c'est que ce qu'on constate, c'est justement la continuité de l'espèce. Enfin, on dit même la stabilité de l'espèce. Donc les espèces sont stables. Elles subissent la macroévolution, mais elles sont stables. Alors comment sait-on qu'elles sont stables? Alors à l'époque de Cuvier, on savait qu'elles étaient stables parce qu'on avait remarqué que les animaux qui étaient momifiés dans les pyramides étaient pratiquement identiques aux animaux actuels, enfin, dans la même catégorie. Aujourd'hui, on a des preuves expérimentales beaucoup plus puissantes que l'observation de Cuvier. Ce sont notamment les expériences de Morgan sur la mouche drosophile et les expériences de Lenski, car qui continuent encore aujourd'hui sur le colibacille. Alors, la mouche drosophile, vous savez, c'est la mouche du vinaigre, hein, donc elle a l'avantage d'avoir un génome assez long, qui mute facilement et puis de se reproduire rapidement. Et on a provoqué toutes les mutations possibles et imaginables sur la mouche drosophile. Mais comme disait Pierre-Paul Grasset, qui est un biologiste de Montpellier, enfin qui est mort maintenant, mais qui était vice-président de l'Académie des sciences, il n'est rien sorti de nouveau des bocaux à drosophiles. Et si on voulait démontrer la stabilité des espèces, il n'y aurait pas de meilleur argument que toutes les expériences de mutation qu'on a faites. Alors le problème est le suivant, c'est que quand on observe les expériences, alors les expériences de Lenski sur le colibacille, l'intérêt c'est que la durée du colibacille est beaucoup plus faible. Donc, on peut faire des mutations qui représenteraient à échelle humaine plus d'1 million d'années. Hein. C'est ce que je crois qu'il en est à 75 000 générations, Lenski. Enfin, le colibacille est toujours le colibacille. Alors, tout ce qu'il a pu faire, c'est que il y avait une lignée qui n'assimilait pas un certain milieu de culture et qui l'a rendu capable d'assimiler ce milieu de culture. Mais donc ça, c'est de l'adaptation. Ça n'est pas l'apparition d'un organe nouveau ou d'une fonction nouvelle. Alors, on a le droit d'extrapoler, mais il faut extrapoler ce qu'on observe et pas le contraire de ce qu'on a observé. Donc l'évolutionnisme, ça consiste à observer la stabilité des espèces et à dire, oui, mais ça a duré suffisamment longtemps, c'est le contraire qui se produit. C'est sur le plan scientifique un raisonnement difficile à défendre. Je voudrais donner, mais je vais peut-être parler assez longtemps là, l'exemple qui est dans tous les manuels de biologie, c'est la phalène du bouleau. Alors, la phalène du bouleau, c'est un papillon de nuit qu'on trouve un peu partout, mais en particulier dans la région de Manchester. Et alors, il y a une variété sombre et une variété claire. Et dans la région de Manchester, à l'époque de la révolution industrielle, avec les fumées d'usines, etc., on avait remarqué que la forme claire disparaissait au profit de la forme sombre. Donc, d'où le raisonnement consistait à dire le papillon sombre se pose sur des bouleaux dont la couleur est devenue grisâtre à cause de la suie, et donc il résiste mieux à la pression sélective des papillons. Et quand la dépollution est arrivée, avec le passage à d'autres énergies que le charbon, etc.,
les phalènes du bouleau clair sont redevenues plus nombreuses. Donc, c'est donné dans les manuels comme l'exemple flagrant d'évolution darwinienne. L'objection qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a eu que de la microévolution, ou plus exactement, il n'y a eu qu'une différence démographique d'équilibre entre la forme claire et la forme sombre, mais la phalène du bouleau, c'est toujours la phalène du bouleau. La forme claire, elle n'a pas disparu, et donc la transformation qu'on a observée, elle était réversible. Donc on est hors sujet par rapport à l'évolution, et malgré tout, c'est l'exemple qui est donné dans les manuels d'évolution et de justifiant la théorie Darwin. Donc ça, c'est pour dire que il y a vraiment un problème intellectuel derrière l'évolutionnisme. Enfin, c'est du moins ce que je voudrais vous amener à considérer avec plus d'attention. Bon, est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, bah écoute, on va peut-être commencer par prendre, voilà, disons la liste des gens qui